Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, des chiffres viennent de sortir sur l'économie française et c'est assez incroyable. Oui, tenez-vous bien, la récession est terminée. La croissance forte est de retour, le chômage va fortement baisser, on pourrait même atteindre bientôt le plein emploi, le déficit public également est en train de baisser et la dette publique aussi va reculer, c'est tout à fait formidable. Attendez, nous sommes quelle date? Ah oui, le 1er avril. Bon, désolé, finalement, c'était mon petit poisson d'avril. J'ai pas pu m'en empêcher, on s'amuse comme on peut quand on est économiste. J'aimerais bien sûr donner de telles bonnes nouvelles, mais malheureusement, la réalité est très différente. Et justement, les chiffres de la dette publique française viennent de sortir. Et là, ce n'est pas un poisson d'avril, un nouveau record historique a été atteint. On se demande jusqu'où ça peut durer. D'où ce titre. Explosion de la dette publique, bientôt la fin du film. Oui, le film va se terminer parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça éternellement sans, j'ai envie de dire, une sanction. Bien sûr, pour l'instant, les agences de notation ne veulent pas nous dégrader, mais ça finira là aussi par arriver avec une augmentation des taux d'intérêt. Il faudra tôt ou tard prendre le taureau par les cornes. De plus, une crise politique est certainement en train de s'installer de nouveau en France. On verra tout à l'heure les conséquences. Donc, quelles sont les conséquences de cette dette publique, de ces déficits sur nous? On va voir ça dans le détail. Notre quotidien, notre épargne, évidemment, l'emploi, la croissance. C'est important de le savoir. Alors, il y a également une question, la question de la semaine. Vous avez été très nombreux à me la poser. Combien de Français ont quitté la France l'année dernière? Ça, c'est vrai, c'est une bonne question de savoir, parce qu'on a cette crainte d'exode fiscal ou autre, et pas seulement d'ailleurs. Eh bien, on a les chiffres officiels donc du ministère des Affaires étrangères. On va les voir tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on terminera comme d'habitude avec la bonne nouvelle de la semaine. C'est compliqué d'en trouver, mais chaque semaine, je tiens justement à en trouver une. Vous la verrez tout à l'heure. Elle concerne l'économie française. C'est quand même une bonne nouvelle très relative. Enfin, il faut quand même en trouver une. Alors, on y va tout de suite, parce que le programme, évidemment, est chargé avec donc ces premiers chiffres. Voilà, les chiffres du déficit public, ça vient de sortir. Et bien voilà, comme on l'avait annoncé, eh bien, nous avons encore augmenté ce déficit public. Alors, évidemment, on n'est pas sur les niveaux qu'on avait pendant le coronavirus. J'ai envie de dire encore heureux, mais tout de même, on avait 151,2 milliards d'euros de déficit public en 2023. En 2024, on est à 169,7 milliards d'euros. C'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus, mais il y a eu une sorte d'ajustement statistique de dernière minute. Et donc, on a eu une réduction de ce déficit. Certainement, donc un déficit qui va être décalé en partie sur 2025. Cette bonne guerre, j'ai envie de dire. Et donc, en termes de ratio par rapport au PIB, ça a augmenté. On est passé de 5,4% en 2023 à 5,8% en 2024. C'est vrai, certains m'ont dit, oui, mais vous aviez annoncé 6%. Oui, je suis désolé, mais je ne suis pas dans les détails de la statistique de l'INSEE. Parfois, il y a des surprises. Mais rappelez-vous, il y a un an, quand un peu plus d'un an déjà, quand monsieur Le Maire annonçait 4,8% de déficit, je vous avais dit, c'est pas possible, on sera autour des 6%. Donc on est à 5,8, on y est quasiment. Et je pense que malheureusement, les ajustements vont faire que ça va continuer en 2025. Donc quand on voit les chiffres, évidemment, on se souvient que le dernier excédent public remonte à 1974, vous voyez, c'est le petit truc bleu au début du graphique, ça ne nous rajeunit pas bien entendu, et donc là on est à 5,8% cette année, vous voyez que ça augmente, et donc mécaniquement, vous savez que plus les déficits publics augmentent, plus la dette publique augmente, la dette c'est finalement le cumul de ces déficits, et donc là voilà, c'est reparti à la hausse, 113%, c'est vrai que là aussi il y a eu, entre guillemets, une bonne nouvelle de fin d'année. Ça arrive souvent sur les ajustements statistiques, mais dès le premier trimestre 2025, ça risque d'être particulièrement compliqué. Toujours est-il qu'en attendant, la France est le seul pays de la zone euro, le seul grand pays de la zone euro qui augmente ses déficits publics. Et surtout, c'est le pays où il y a le plus de déficit public par rapport au PIB en 2024. Ça fait quand même désordre, avouons-le. Donc là, on a les chiffres. Alors, pour tous les pays de la zone euro, on n'a pour l'instant que le 3e trimestre. On n'a pas la fin de l'année, mais ça devrait encore s'améliorer pour la fin de l'année dans la plupart de ces pays-là. Et pour nous, donc la France, je vous ai mis quand même le chiffre donc, de la fin 2024, donc 5,8% en moyenne sur l'année d'ailleurs, 5,8%, ce qui veut bien dire que vous voyez, derrière, on a la Finlande, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, même la zone euro, on a 3,5%. Et encore une fois, ce sont les chiffres du 3e trimestre. Donc ça pourrait s'améliorer sur la fin de l'année. Donc vraiment, la France est le cancre de l'Europe et de la zone euro en particulier d'un point de vue du déficit public. Mais ce n'est pas tout. Le problème, c'est que c'est le seul grand pays de la zone euro. Je n'ai même pas parlé des pays qui sont en excédent public, mais c'est le seul grand pays de la zone euro
qui voit son déficit public augmenter en 2024. Parce que c'est vrai que, bon, à l'époque du Corona, on pouvait dire c'est normal, il y a de la difficulté. Mais là, tous les pays ont fait des efforts, sauf nous, malheureusement, notamment en 2024. Donc là, on a les chiffres de 2023 et on a donc ensuite le troisième trimestre 2024, plus donc là, on voyait qu'on était à 6,3% en France au troisième trimestre. On est à 5,8% finalement selon l'INSEE, grâce à un petit coup de baguette magique. Mais bon, malgré cela, nous sommes quand même le seul grand pays de la zone euro qui augmente fortement son déficit. C'est vrai que la Belgique également, merci nos amis belges, heureusement que vous êtes là, vous avez un petit peu également augmenté votre déficit, vous n'êtes pas aussi grave que nous. On verra les chiffres sur 2024 en moyenne, peut-être que vous allez faire un petit miracle, mais bon, pour l'instant, c'est quand même moyen, mais c'est moins grave que nous. Et regardez l'Espagne, c'est intéressant parce que l'Espagne, c'est vrai que ça va bien en Espagne, sauf que son déficit public ne baisse pas. On est à 3,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une croissance forte, mais que votre déficit ne baisse pas, eh bien, ça veut dire que votre déficit structurel est en train d'augmenter. Attention, les Espagnols sont en train de nous faire le coup de la cagnotte de Lionel Jospin dans les années 90-2000, à la fin des années 90, où il y avait une croissance forte grâce à la révolution Internet. Et à l'époque, on avait dit non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va utiliser cet excès de recettes pour augmenter les dépenses. Évidemment, ça veut dire que ça a augmenté ce déficit structurel. Moi, je me souviens, j'étais justement à Bercy à l'époque, dans une réunion où on nous présentait ces prévisions, et j'avais osé dire à l'époque, faites attention, il y a une croissance forte, on avait 4% à l'époque de croissance, ça paraît fou, hein, et oui, on a connu ça, c'était la révolution Internet, le baril était à 10 $, etc., il y avait plein d'avantages, et malgré cette croissance forte, le déficit public n'a quasiment pas baissé. Donc moi j'avais dit, attendez, mais on a un petit problème là, on pourrait passer en excédent. Surtout pas, non, attendez, on m'a répondu, non, ça c'est une question politique, hein, vous faites de l'économie, pas de la politique. Et donc voilà, c'est ce qu'on a appelé la cagnotte qu'on a distribuée, donc on a transformé des recettes conjoncturelles en dépenses structurelles. Évidemment, comme vous le savez, ces dépenses restent toujours, ce que nous payons d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc l'Espagne fait un petit peu la même erreur aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a une croissance forte, elle n'en profite pas pour réduire fortement ses déficits, comme ont pu le faire par exemple d'autres pays. Bon, il y a certes l'Irlande, mais là c'est un peu particulier, mais regardez Chypre, la Grèce également, il y a un excédent public aujourd'hui en Grèce, c'est assez fou, hein. Le Portugal également, excédent public, les Pays-Bas, malgré que ça va mal, excédent public. Après bon, on a des petits déficits, Luxembourg, bon, l'Allemagne également, 2,3%, elle annonce une augmentation de son déficit pour cette année pour des dépenses militaires, mais bon, toujours est-il que jusqu'à présent, ça allait encore. Si l'Allemagne, évidemment, dérape, on verra tout à l'heure, ça aura des conséquences, bien sûr, pour nous. La moyenne de la zone euro, 2,6, donc en réduction de 1 point. Vous voyez, pareil pour l'Union européenne à 27, ça se réduit également. Donc même l'Italie également a fait un effort, hein, il a divisé par 2, même plus de 2, son déficit public. Bravo, effectivement, à nos amis italiens. Par contre, nous, encore une fois, on reste là aussi la lanterne rouge, le cancre de l'Europe. Ça ne fait vraiment pas sérieux, je le dis à chaque fois, mais encore une fois, comment voulez-vous être crédible par rapport à cela? On a la chance, entre guillemets, d'avoir la bienveillance, voire la connivence des agences de notation qui nous disent non, mais c'est bon, on vous fait confiance. On a vu il y a quelques semaines quand Fitch avait dit normalement je devrais vous dégrader, mais finalement on ne le fait pas parce qu'on vous aime bien, mais on anticipe quand même une baisse de la croissance, voire des nouvelles élections législatives, ce qui a priori est de plus en plus probable, comme la crise politique française qui est en train de revenir, montre qu'on va avoir une instabilité incroyable, donc ce qui va là aussi générer une nouvelle augmentation des déficits publics et de la dette, avec évidemment à la clé une récession. Quand on regarde maintenant le détail des chiffres de ce déficit public français, c'est intéressant de voir que, effectivement, donc on retrouve le chiffre 169,6. En fait, 91% du déficit vient de l'État central. Alors, de l'État central, il y a donc ce qu'on appelle administration publique centrale. Vous avez l'État, hein, donc 152,3 milliards, et puis les fameuses ODAC, hein, on l'a évoqué la semaine dernière, organisations diverses d'administration centrale, hein, plus les comités Théodule, etc. Enfin bon, ça coûte 150 milliards d'euros par an, ça nous fait un déficit public de 1,8 milliard, donc au total 154. Donc 91% du déficit vient effectivement de l'État central au sens large. Après, collectivité locale, là aussi, augmentation du déficit. On passe de 9,5 à 16,7. Et attention, collectivité donc sociale, toujours en excédent, mais très limité. L'année dernière, on avait 11,5. Cette année, 1,3 milliard d'excédent. A priori, pour 2025, là, on aura un très gros déficit. C'est là qu'il y a eu une vraie surprise, hein, parce qu'on pensait qu'il allait y avoir un fort déficit. Et par miracle, on ne sait pas trop comment, on verra dans le détail des chiffres, parce que pour l'instant, c'est une première estimation. Il n'y a pas eu de déficit public des administrations sociales. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, mais ça appelle quand même, je dirais, à une certaine précaution par rapport à ces chiffres,
Toujours est-il qu'on voit bien, quand on nous dit oui c'est à cause des collectivités locales, etc., on voit bien que le problème du déficit public, c'est l'État, effectivement, qui continue de creuser ce déficit sans aucune, finalement, je dirais, contrainte. Sur les ODAC, effectivement, il y a un petit déficit, mais sauf que c'est énormément de subventions de l'État qui viennent limiter, là aussi, ce déficit. Mais on se rend bien compte qu'on marche sur des œufs. Nous avons un déficit public, encore une fois, qui augmente, alors que tous les pays de la zone euro ont réduit leur déficit, quasiment tous. Alors maintenant, évidemment, plus de déficit, ça veut dire également plus de dettes. Donc là, on a les chiffres, voilà, record absolu donc, de dette publique, 305,3 milliards d'euros. C'est vrai qu'on s'attendait à un petit peu plus, mais là aussi, petits arrangements entre amis comme d'habitude sur la fin d'année. On ne remet pas en cause, évidemment, les chiffres de l'INSEE, mais on les utilise, ils sont là d'ailleurs. Mais toujours est-il que malgré cela, on est à 305 milliards d'euros. Regardez bien ces chiffres. Quasiment 920 milliards d'euros d'augmentation depuis le début 2020. En pourcentage du PIB, eh bien, on est à 113%. Alors évidemment, c'était à 113,6 au troisième trimestre, c'est un petit peu baissé, mais néanmoins, sur l'année, ça augmente. Alors voilà, petit souvenir, en 2007, on avait une dette publique de 65,5% du PIB, ensuite 2019, 98%, 2021, quasiment, donc ça c'était le record absolu, 117,8% du PIB. En 2023, c'est un petit peu baissé logiquement, tout à fait, parce qu'il y a eu un peu plus de croissance. Là, il y avait quand même évidemment la récession du Covid. Et ça y est, ça repart à la hausse, 113% donc, au quatrième trimestre 2024. Et ça va évidemment continuer. Donc là aussi, si on regarde d'où vient cette dette publique, qui génère l'essentiel de cette dette publique, ben voilà, c'est pas compliqué. Vous avez à peu près donc 83, exactement, pas qu'à peu près, 83,4% de la dette publique française qui vient de l'État central. Donc État plus ODAC, 83,4%. En fait, l'État sous-sol, c'est 81,3%. Donc c'est lui aussi qui génère l'essentiel de cette dette. Ensuite, on a les collectivités locales, 7,9% de la dette, et les collectivités sociales, 8,7%. Mais que là, la dette, elle est là. Donc elle est plus élevée que dans les collectivités locales. Donc ce qui veut bien dire que nous avons ces 3305 milliards, dont, vous voyez, quasiment 2800 milliards uniquement pour l'État central. Voilà donc la répartition de cette dette. Donc on voit bien que là aussi, c'est l'État qui continue de déraper. Le drame, c'est que cette dette publique ne génère toujours pas de croissance forte. Malheureusement, c'est même l'inverse. J'avais fait ce graphique il y a quelques années et qui continue d'être de plus en plus dramatique, j'ai envie de dire. Vous voyez bien, donc du quatrième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2024, la dette publique totale a augmenté en France de 918 milliards d'euros au sens large. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas le hors-bilan, évidemment, parce que si on prend le hors-bilan, on est à peu près à 7500 milliards d'euros de dette. Vous voyez, on n'est pas à 3300, mais 7500. Là, juste en prenant la dette officielle, donc 917,9 milliards d'euros d'augmentation de cette dette publique. Si on compare au PIB en valeur, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, augmentée de l'inflation, vous voyez bien le chiffre, 487,3 milliards d'euros. Eh oui, vous ne rêvez pas, il manque 430,6 milliards d'euros. C'est assez incroyable. Où est l'argent Parce que c'est vrai que c'est la grande question. Il y a beaucoup de gaspillage. En tout cas, cette dette publique qui a explosé n'a pas généré la croissance escomptée. Donc beaucoup, là aussi, de gaspillage, peut-être d'alimentation de la bulle boursière, de la bulle obligataire ou à l'étranger. On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas évidemment le détail. Et si on regarde depuis le premier trimestre 2017, évidemment, la dette publique a augmenté, donc ça c'est un petit peu le bilan Macron, 1049 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique. On a dépassé les 1000 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique et sur la même période, le PIB en valeur a augmenté de 627 milliards d'euros. Donc l'écart est également énorme, est également flagrant. Donc ça montre bien que augmenter cette dette publique ne génère pas de croissance forte. Donc il faut changer de logiciel et arrêter d'augmenter n'importe comment cette dette publique. D'ailleurs, si on regarde sur longue période, là aussi les chiffres sont complètement fous. Enfin, longue période depuis 2007, dette publique, regardez bien avec les nouveaux chiffres mis à jour, plus 166%, PIB en valeur, plus 56%. Du simple au triple. Voilà, tout simplement pour vous montrer ce gaspillage. Là aussi, on se rend bien compte que d'autres pays, par exemple l'Allemagne jusqu'à présent, a davantage augmenté son PIB, à peu près 70%, alors que la dette publique n'a augmenté que de 66%, sur la même période que depuis 2007 également. Donc ça montre bien cet écart. Nous sommes parmi les rares à faire un écart aussi fort entre l'augmentation de la dette publique et l'augmentation du PIB en valeur, de la richesse qu'on crée. Donc cette dette publique ne génère pas de croissance forte et ça ne va pas changer évidemment, vu ce qui est annoncé. On dit qu'on va encore augmenter. Alors on vous dit oui, les dépenses militaires, on ne les mettra pas dans le déficit ni dans la dette. Oui, pour faire le calcul de Maastricht, certes, mais cette dette, elle sera quand même là. Ces déficits seront quand même là. Donc ça va encore alourdir la charge. Alors le problème, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure, jusqu'à présent, l'Allemagne
faisait attention, entre guillemets, maintenant elle aussi elle va lâcher. Donc quelle est la conséquence pour nous? Eh bien, comme l'Allemagne va émettre de plus en plus d'obligations d'État, donc elle va faire appel aux investisseurs, et à ce moment-là, comme l'Allemagne est toujours triple A pour l'instant, les investisseurs vont préférer acheter de la dette publique allemande par rapport à la dette publique française. Donc il va y avoir une sorte d'effet d'éviction, et donc nous on va avoir de plus en plus de mal à attirer les investisseurs, ce qui va générer une augmentation des taux d'intérêt, et en augmentant évidemment les taux d'intérêt, ça va casser l'activité économique, donc faire plus de récession, plus de chômage, donc plus de déficit, donc plus de dette. Vous voyez, c'est le cercle vicieux extrêmement dangereux dans lequel la France est aujourd'hui, et quand on dit oui c'est bien, vous voyez, les Allemands ils font comme nous, j'aurais préféré que ce soit les Français qui fassent un peu comme les Allemands, qui soient plus sérieux sur le front des dépenses publiques, mais malheureusement c'est l'inverse, donc, mais ça ne sera pas une bonne nouvelle, puisque ça va nous priver de beaucoup d'investisseurs qui préféreront acheter la dette publique allemande. Ça, il faut bien en être conscient. Ça veut dire que ça va générer une augmentation des taux d'intérêt de la dette publique française. J'ai évoqué la semaine dernière avec une augmentation de la charge d'intérêt de la dette qui va atteindre cette année déjà 70 milliards d'euros et on sera bientôt à 100 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte, juste pour la charge d'intérêt de la dette, donc de l'argent complètement gaspillé, bien entendu. Alors, quand on regarde dans le détail, évidemment, on se rend compte que là, on compare la dette publique par rapport au PIB. Mais évidemment, le PIB, ce n'est pas que du public. Fort heureusement, j'ai envie de dire, hein, même si effectivement, on a un poids des dépenses publiques de 57,1% du PIB, mais heureusement, dans le PIB, il y a beaucoup de privés, fort heureusement. Donc il y a une sorte d'abus de statistiques, si vous voulez, quand on compare la dette par rapport au PIB national, qui est encore une fois le PIB avec le secteur privé. Si on compare maintenant la dette publique par rapport aux recettes publiques, c'est intéressant, c'est une sorte de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on fait pour les entreprises, on regarde sa dette par rapport à son chiffre d'affaires. Donc là c'est pareil, si je regarde la dette publique par rapport aux recettes publiques, regardez bien ce chiffre complètement fou, nous sommes à 220%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc la dette publique représente 220% des recettes publiques. C'est ça la réalité de l'État français. Vous voyez, même pendant le corona, on n'a pas fait autant. Vous voyez, donc ce qui veut dire que là, on est sur un record historique. Regardez la tendance, hein, on était quand même à 50% dans les années 70, on est à 220% aujourd'hui. J'en ris, mais c'est un rire évidemment jaune, puisque ça inquiète. C'est extrêmement dangereux aujourd'hui. Là aussi, on fait comme si ça n'existait pas, comme si tout allait bien, mais ça ne pourra pas continuer. Nous sommes bientôt, encore une fois, pour reprendre le titre de la vidéo, à la fin du film. Ça va évidemment être dramatique. Et regardez bien, si on regarde les dépenses publiques maintenant, c'est assez incroyable, puisque je vous ai montré ici depuis 2020 l'évolution comparée entre les dépenses publiques et l'inflation. Parce qu'on me dit, oui, mais c'est normal, les dépenses publiques augmentent, mais parce qu'il y a de l'inflation. Donc il faut payer les dépenses de fonctionnement, etc., qui doivent suivre l'inflation. Ok, alors regardons les chiffres. Voilà, ben, c'est pas compliqué. 2020, dépenses publiques, plus 6,3%, ok c'était le corona, mais l'inflation était de 0,5%. Vous voyez que ici c'est l'écart de variation, 5,8%, 5,8 points d'écart, c'est énorme. 2021, pareil, dépenses publiques explosent alors qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation. 2022, 2023, bon, l'inflation, les prix augmentent plus que la dépense publique, mais bon, on n'est quand même pas loin. Et puis à partir de 2024, voilà, ça continue, 3,9% d'augmentation des dépenses publiques et 2% donc de l'inflation. Donc on est largement au-dessus de l'inflation. C'est ça qui est particulièrement dramatique, et je ne parle même pas des dépenses de fonctionnement qui augmentent bien plus que les dépenses publiques globales. Si je regarde maintenant depuis donc, 2019 à 2024, donc sur les dernières années, sur les 5 dernières années, dépenses publiques, regardez bien le chiffre, 24,1%, prix à la consommation, plus 15%. Donc ça veut dire que ma dépense publique globale augmente 9,1 points de plus que les prix à la consommation. Donc dire oui, il y a de l'inflation, donc on n'a pas le choix, ce n'est pas un argument. Donc là, aujourd'hui, on se rend bien compte que ces dépenses publiques augmentent bien plus que l'inflation, ce qui veut dire qu'il y a là aussi du gaspillage, il y a des dérapages qui ne sont justement pas contrôlés. Dérapages incontrôlés des dépenses publiques. Et si on regarde maintenant la dépense publique par rapport au PIB, là aussi sur longue période, eh bien on voit très bien que oui, ça continue d'augmenter. Là on est à 57,1% du PIB. Il y a eu des ajustements. Alors bien sûr on est monté à 61,7% en 2020, c'était logique, il y avait une récession, le corona, etc. Mais là on est à 57,1%. Nous sommes numéro 1 au monde. Et on voit bien que la tendance, elle est clairement haussière. Dire qu'on était sous les 50% au début des années 80, vous voyez, et là, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Il y a eu bien sûr plusieurs phases, mais globalement, on est sur cette augmentation qui est de plus en plus dramatique. Et il faudra de toute façon revenir en arrière si on veut stopper l'hémorragie et essayer de retrouver une petite crédibilité. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer en 2025 sur le déficit public ? Ah voilà, c'est pas compliqué, il va encore augmenter, ou dans le meilleur des cas rester au même niveau qu'en 2024.
Voilà, c'est pas compliqué. On a une croissance faible, très faible, 0,5% d'augmentation. Et là, je suis optimiste, parce que vous savez qu'on a déjà eu une baisse du PIB au quatrième trimestre, également une baisse du PIB au premier trimestre 2025, peut-être même au deuxième trimestre. Aujourd'hui, vu l'ampleur des dégâts en termes de défaillance d'entreprise, de licenciement, de chômage, le chômage augmente. On a eu les chiffres dernièrement de la DARES, mais j'ai pas voulu justement en parler parce qu'il y a des, on va dire, il y a des micmacs entre l'INSEE et la DARES. Ils n'ont pas les mêmes chiffres, donc je vais attendre les chiffres trimestriels pour vous en parler de nouveau. Mais en tout cas, quand on regarde les chiffres de l'ex-Pôle emploi, ça continue d'augmenter très fortement. Bien sûr, il y a les personnes qu'on ne comptait pas, qu'on recompte aujourd'hui, notamment au RSA, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'on a cette situation où le chômage est en train de fortement augmenter. Donc si le chômage augmente, il pourrait même monter à 9% pour la catégorie A. On va également avoir une aggravation de la charge d'intérêt de la dette, j'évoquais tout à l'heure, donc les 70 milliards d'euros à peu près cette année. Et donc parallèlement, les dépenses publiques vont encore augmenter, parce qu'encore une fois, dans le budget 2025, ça continue d'augmenter entre 2,5 et 3%. Oui, ça continue d'augmenter, hein, attention, hein, quand on vous dit que ça baisse, non, c'est un mensonge. Ça augmente moins que ce qui était prévu, mais ça continue évidemment d'augmenter, et c'est ça qui est particulièrement dramatique. Donc ça veut dire quoi? Que le déficit public va rester élevé autour des 6%. Parce que bon, maintenant, je me méfie avec les ajustements statistiques de l'INSEE, on ne sait jamais, mais globalement, on sera autour des 6% du déficit public par rapport au PIB. Donc on sera là aussi l'un des pays où il y aura le plus de déficit, pertinemment le pays de la zone euro où il y aura le plus de déficit public, comme l'an passé, comme en 2024. Voilà ce qui nous attend pour 2025, avec parallèlement une augmentation des taux d'intérêt. Évidemment, pour l'instant, ça se stabilise entre 3,4 et 3,5% sur le taux de 10 ans français. Il y a des petits miracles, entre guillemets, mais néanmoins, ça va continuer d'augmenter. On pourrait même atteindre les 4 à 4,5%, et c'est là où le film va s'arrêter. C'est là où effectivement on ne pourra pas continuer parce que ça va encore casser l'activité économique et donc générer une récession. Et d'ailleurs, les chiffres des directeurs d'achat sont sortis. On atteint la nouvelle estimation dans quelques jours, mais néanmoins, on voit bien que pour le mois de mars, nous restons en récession. Vous voyez, on est sous la barre des 50, c'est la courbe rouge. Donc le PIB, évidemment, la courbe bleue, va continuer de baisser. Et si vous regardez ce qui est intéressant, c'est que bon, l'industrie, ça fait déjà, je dirais, 2 ans de récession hein, dans l'industrie, mais même les services, c'est en train de s'effondrer. Et là, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir l'écart entre donc la zone euro, c'est la courbe bleue, et la courbe jaune, c'est l'Allemagne. La courbe rouge, c'est la France. Donc regardez bien, en Allemagne, dans la zone euro, on est légèrement au-dessus des 50, donc quasiment, voilà, on va dire en stagnation, légère croissance, et la France, malheureusement, est en récession dans les services, pas l'industrie, dans les services qui étaient justement supposés tirer la croissance française vers le haut. Bien là, on voit bien que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui en France, avec une récession qui est en train de s'aggraver. Si je regarde l'ensemble des pays qui ont publié des premières estimations de leurs indicateurs des directeurs d'achat, attention, il n'y a pas encore tous les pays, hein, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y a que ces pays. On aura tous les autres pays la semaine prochaine, j'en parlerai. Pour l'instant, sur les pays donc, qui ont publié une première estimation des enquêtes de mars des directeurs d'achat, et ben on le voit ici, bon, il y a toujours l'Inde bien sûr, États-Unis ça redémarre, attention, hein, là, on ne faut pas les enterrer trop vite, Royaume-Uni également ça redémarre, et là aussi, Australie, Allemagne, vous voyez, zone euro on est juste au-dessus des 50, après le Japon repasse en récession, danger pour le Japon, et surtout regardez la France, toujours lanterne rouge de l'économie mondiale, ça s'améliore un petit peu mais on reste sous la barre des 50. Alors on pourrait dire oui mais c'est les enquêtes des directeurs d'achat, est-ce que c'est vraiment fiable, etc. Alors prenons les enquêtes de l'INSEE. Et là aussi, sur les enquêtes de l'INSEE, c'est pareil, voilà, ça continue. Pour le 18e mois consécutif, vous voyez, la courbe bleue est en zone de récession, en zone de baisse de l'activité. Alors, bizarrement, le PIB français, oui, c'est très rare d'avoir une courbe quasiment plate. Le PIB français, c'est la courbe rouge, ça n'a quasiment pas bougé, c'est en train de baisser maintenant, et donc là, on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc là, ça va vraiment plonger en glissement annuel, on aura un glissement annuel négatif. Donc ce qui veut dire que même les 0,5% de croissance sur l'année 2025, oui, je suis très optimiste. Mais bon, on voit bien que même l'INSEE le dit. Si on regarde les indicateurs INSEE, donc toujours du mois de mars, sur les perspectives d'emploi, ça s'est un petit peu amélioré, mais néanmoins, ça veut dire que le taux de chômage, la courbe bleue, pourrait monter là aussi à 9%. On a la même perspective selon les ménages. Voilà aussi l'enquête s'est un petit peu améliorée sur les perspectives de chômage, mais néanmoins, vous voyez là, le taux de chômage pourrait même monter à 9,5% selon les ménages français interrogés par l'INSEE. Donc voilà, le chômage de catégorie A est bien en train d'augmenter très fortement et ça peut être particulièrement dangereux. Et d'ailleurs, je termine sur la confiance des ménages. Au mois de mars, elle est repartie en nette baisse. Donc les ménages français sont inquiets, sont inquiétés. Pourtant, ce sera là d'ailleurs, bon, on verra tout à l'heure, la bonne nouvelle, je mange un petit peu, je dirais la surprise, l'inflation est en train de baisser, de rester faible, les ménages, ça y est, ils ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte qu'il y a une crise qui est en train de s'installer en France, le taux d'intérêt augmente, on leur a promis que ça allait être bien en 2025, non, c'est pas le cas, puis il y a une nouvelle crise politique
est en train de se produire. Il y aura certainement, on verra bien, motion de censure, dissolution, nouvelle législative, donc à partir de l'été prochain, parce qu'il faut attendre 1 an, et après peut-être plus, peut-être pire, on verra. Mais toujours est-il que la France va entrer dans une nouvelle instabilité politique, et là, si les agences de notation ne dégradent pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il leur faut, donc là, on les écoute plus tellement, mais là, ça sera vraiment, je dirais, encore pire. Donc ce qui veut dire que la France pourrait générer une nouvelle crise de la dette publique, donc une nouvelle crise de la zone euro au sens large, et effectivement, en espérant qu'il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale, mais néanmoins, c'est sûr que ça va là aussi casser l'activité, encore alimenter l'augmentation des taux d'intérêt. Donc soyons extrêmement prudents. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'or continue d'augmenter. C'était la bonne nouvelle de la semaine dernière pour ceux qui nous suivent. On s'est dit, bon, ça va peut-être s'arrêter. Ben non, là, au moment où je vous parle, on est à 3132 $ l'once. C'est complètement fou, hein. C'est-à-dire que ça n'arrête pas, ça veut bien dire que les investisseurs sont inquiets. Alors bien sûr, on parle des droits de douane de Trump, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, en particulier sur la stabilité de la zone euro, quand on voit que l'Allemagne nous dit qu'elle aussi, elle va lâcher les cordons de la bourse, elle va lâcher complètement les dépenses publiques. Il y a de quoi là aussi s'inquiéter. Qui sera la gardienne du temple? On a vu également la semaine dernière qu'il y avait des pertes au sein de la Banque de France, de la BCE, même si pour l'instant c'est contenu, mais néanmoins c'est très dangereux pour les perspectives. Donc ça explique pourquoi l'or continue d'augmenter. Quand l'or augmente comme ça, a priori sans raison, c'est qu'il y en a une, mais qu'on ne veut pas voir malheureusement, mais certains sont, j'ai envie de dire, au courant. Donc restez prudents et on peut continuer de conserver de l'or, la fameuse poire pour la soif, en tout cas sur la France. On voit bien que la fin du film est proche et malheureusement ça se terminera assez mal puisque globalement les taux d'intérêt vont encore augmenter, il y aura une crise politique et la récession sera au rendez-vous avec une hausse du chômage. Après ça redémarrera, mais encore faut-il que les Français fassent les bons choix en termes, je dirais, stratégiques, en termes de vote et qu'également il y ait les personnes qui soient là pour proposer les bonnes mesures pour sauver l'économie française. Voilà. L'espoir fait vivre, comme on dit. Alors, je vais quand même terminer avec la question de la semaine. Là aussi, vous êtes très nombreux à vous inquiéter, à me dire, attendez, ils sont où les Français qui partent à l'étranger? Alors voilà, les chiffres viennent de sortir, le registre des Français de l'étranger. Vous savez que quand on part à l'étranger, il faut s'inscrire normalement. Donc, ceux qui sont inscrits, alors, sont à 1,741 millions, c'est le chiffre officiel du ministère des Affaires étrangères, une hausse de 2,8% sur un an. Mais par contre, si on regarde, c'est le ministère lui-même qui le dit, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne s'inscrivent pas, ils partent à l'étranger, ils ne s'inscrivent pas. Ça serait au moins 2,5 millions de Français qui habitent aujourd'hui à l'étranger et au moins une hausse de 100 000 personnes sur un an. Ah oui, ça fait froid dans le dos, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de ceux qui viennent en France, mais on oublie tous les Français qui sont en train de quitter la France. Alors, les raisons, évidemment, sont diverses et variées, mais ça, ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire que, globalement, il y a des Français qui sont inquiets. Alors, certains pour travailler, bien sûr, mais il y a globalement une inquiétude, c'est en train d'augmenter, et ça doit être surveillé de près. Alors, où sont-ils ces Français? Là, c'est le top 5, le top 5 des 5 pays qui attirent le plus de Français, là où il y a le plus de Français. Attention, vous êtes prêts? Surprise, premier pays, c'est la Suisse, 171 884. Ensuite, c'est États-Unis, 159 000. Royaume-Uni, 141 000. Belgique, 123 000. Et Canada, 118 000. On salue nos amis canadiens qui nous écoutent. Attention, encore une fois, ce sont les Français inscrits. Il y en a peut-être plus. Ça, ce sont qui sont inscrits officiellement. Si on regarde par région, au niveau mondial, pour l'instant, 48,3% des Français sont en Europe, donc UE et hors UE, 21,2% dans les Amériques, va-t-on dire, et Caraïbes, Afrique du Nord et Moyen-Orient, 15,8%, c'est quand même pas rien, Asie-Océanie, 7,3%, et ensuite Afrique subsaharienne et Océan Indien, 7,4%. Voilà donc la photographie pour ceux qui ça intéresse, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Les chiffres, encore une fois, viennent de sortir, donc chiffres officiels des inscrits. Peut-être qu'il y en a plus, mais on ne les a pas forcément dans les statistiques. Donc ce qui veut dire que là aussi, il faut surveiller de près pourquoi tous ces Français sont en train de quitter la France. Alors, on termine avec la bonne nouvelle de la semaine. Allez, une bonne nouvelle très relative, elle concerne l'inflation qui s'est stabilisée en France à 0,9% aux normes européennes, 0,8% aux normes INSEE, mais c'est l'inflation, c'est la courbe bleue, ça reste donc un plus bas depuis le début 2021. Par contre, la courbe rouge, c'est l'augmentation des prix depuis le début 2021, eh bien ça continue d'augmenter, même ça a augmenté de 0,2% au cours du dernier mois, ça veut dire 16,7% d'augmentation de janvier 2021 à mars 2025. Alors par contre, il y a une mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation, on m'a souvent dit, ça y est, c'est bon, rappelez-vous, les grands distributeurs, ça y est, c'est bon, ça baisse, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Ils nous ont bien vus, hein, disons-le, hein, puisque les prix n'ont pas baissé. Vous voyez, donc là, on a eu cette flambée évidemment vertigineuse donc, en 2022. Après, ça s'est stabilisé, 2021-2022 même, ça s'est stabilisé, mais ça continue d'augmenter. Et puis là, tac, regardez bien, en 2 mois, ça a fait 0,9%. Les 2 derniers mois, 0,9% d'augmentation des prix de l'alimentation. Donc ça, c'est évidemment extrêmement grave pour les Français, notamment les Français les moins favorisés, qui ont des difficultés, puisque le poste alimentation, ça peut représenter jusqu'à 50% de leurs dépenses mensuelles. Donc c'est quand même en poids relatif, donc c'est évidemment très grave. Et donc ce qui veut dire que de 2021 à mars 2025, 23,1% d'augmentation. Ça, c'est très inquiétant, parce que ça va casser le pouvoir d'achat, donc ça va limiter là aussi la confiance des ménages, plus le chômage. Vous comprenez bien qu'une situation particulièrement délicate, difficile, et ça, malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril. Donc merci encore à vous pour votre fidélité. Désolé pour le petit début, le petit poisson d'avril, j'espère que ça vous a plu. Hein. Bon voilà, je me devais de ça. C'est rare qu'on a une vidéo juste le 1er avril, donc voilà, c'est fait. Merci encore pour vos likes. Continuez, évidemment, c'est formidable. On a plus de 222 000 abonnés maintenant, ça augmente de semaine en semaine. Merci pour vos messages qui font vraiment chaud au cœur, ça fait du bien. Continuez, ça me donne la force de résister par rapport à toutes les pressions, tous les problèmes qu'on peut avoir ici ou là. Je ne peux pas vous en dire plus parce que déjà, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous soyons là ensemble pour parler d'économie, pour dire la vérité économique. Et c'est sûr que la vérité finira par l'emporter. Donc n'hésitez pas à diffuser ces vidéos, à vous abonner premium également pour recevoir les slides. Vous avez également mon site, donc marctoiti.com, pour s'abonner également si vous le souhaitez à la newsletter. Voilà, donc, et puis surtout pour poser également vos questions. Alors c'est vrai que je ne fais pas de conseils aux particuliers, parce que je conseille que les entreprises, mais il y a tellement de questions que je vais devoir certainement le faire, peut-être créer une structure à part. En tout cas, merci d'être là, merci de continuer à suivre l'économie, d'être fidèle pour vos messages, encore une fois, de soutien. Donc continuez, portez-vous bien et à très bientôt.